Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, je suis bien entouré aujourd'hui. J'ai la chance d'être avec Camille Etienne. Camille, tu es activiste pour la justice sociale et climatique. Tu es aussi la fondatrice de Pensée Sauvage qui est devenue Avant l'orage en France. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Avec aussi Hugo Viel qui est également activiste pour la justice sociale et climatique. Tu es diplômé de l'ECE Paris en énergie et développement. Merci Hugo d'être avec nous aujourd'hui. Je suis aussi à côté avec ma grande amie Adélaïde Charlier, la cofondatrice du mouvement Youth for Climate en Belgique. Tu es également activiste pour la justice sociale et climatique. Et j'ai aussi la chance d'être avec Pierre Laroutouro, qui est député européen, fondateur de la Nouvelle Donne en France. Tu es rapporteur général du budget et tu as fait une grève de la faim de 18 jours pour réclamer plus de moyens pour le climat et pour la santé. Merci Pierre d'être là. Alors aujourd'hui, on a la chance en fait de s'être retrouvés. On était tous les 5 présents à la marche, la grande marche du 10 octobre de hier, où il y avait plusieurs milliers de personnes dans les rues. Et je pense que c'est un bon rappel aussi pour rappeler à nos auditeurs pourquoi on marche et pourquoi on est tous ensemble dans ce combat. Alors aujourd'hui, on va procéder, vous allez chacun répondre à 2 questions et on va faire une espèce de ping-pong de réponses où vous allez pouvoir, je trouvais ça intéressant d'avoir un peu plusieurs avis sur la même question. Donc je vais commencer avec toi Camille. Quand on parle justement, ce que je vous ai cité tous les 3, là, vous êtes activistes pour la justice sociale et climatique. Pourquoi en fait on parle de cette justice, comme on dit, sociale? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que tu peux un petit peu expliquer avec tes mots? Oui, parce que ça veut dire pour moi, c'est deux. Alors on pourrait dire pour la justice sociale, climatique, et inclure en fait tout un tas de choses pour la biodiversité, en fait, c'est, je pense, un moyen de rappeler aux gens que 2 choses. Déjà qu'il n'y aura pas de transition, si on parle de transition encore, si elle n'est pas socialement juste, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle soit acceptée, qu'on emporte avec nous tout le monde, en fait, qu'on laisse personne derrière. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes en France. En fait, on a voulu, sous couvert d'une mesure pour l'éco-responsabilité, en fait, il n'y avait absolument rien de juste dans cette mesure parce que on faisait peser la transition sur les plus précaires qui habitaient en banlieue, qui n'avaient pas d'autres moyens qu'utiliser leur voiture parce que les transports en commun n'étaient pas développés. Et dans cet axe, il n'y avait rien qui ensuite allait pour le climat, pour développer ces moyens de transport différents. Donc forcément, il y a un côté d'injustice qui est très très fort quand on reçoit ça. Parce qu'il faut bien rappeler que le dernier rapport Oxfam le dit bien, c'est les 10% les plus riches qui émettent autant de CO2 que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc on a des responsables qui sont majoritairement des ultra-riches. Et de l'autre côté, qui paye aujourd'hui les conséquences du dérèglement climatique? C'est les plus précaires. C'est ceux qui vivent près des usines et qui ont des cancers des poumons, qui se tapent la pollution, les particules fines. C'est les gens qui ont déjà la montée des eaux aujourd'hui, qui doivent quitter leur terre mais qui n'ont nulle part où aller. C'est eux les déplacés climatiques. C'est eux qui, aujourd'hui à Madagascar, se prennent des sécheresses qui engendrent des famines, qui est la première due directement au dérèglement climatique. Donc c'est tout ça en fait. Et on pourrait en parler des heures, mais c'est vraiment prendre conscience que c'est l'injustice sociale, climatique, c'est vraiment deux conséquences d'une même cause qu'il faut aller changer à la racine. Et c'est ça en fait, aller changer à la racine des choses, c'est ça la radicalité, c'est le sens du mot radicalité. Et je pense qu'on se définit comme justice sociale, climatique, on pourrait trouver d'autres choses pour inclure encore d'autres combats, mais c'est vraiment dire, on est très conscient de tous ces enjeux-là. Nous aujourd'hui, on porte principalement la cause climatique parce que c'est celle qui sous-tend un peu le reste et dans laquelle on se sent légitime pour X ou Y raison parce que on a grandi dans un endroit où on a été sensible à ça d'abord, mais on respecte, on est alliés d'autres luttes et on comprend aussi qu'il va falloir inclure tout ça dans un monde parce que pour moi être activiste c'est repenser sa manière d'être au monde. Donc comment est-ce qu'on agit avec les autres espèces, avec des écosystèmes, avec des limites planétaires, mais aussi comment est-ce qu'entre nous on habite. C'est la société qu'il va falloir changer nos rapports, parce qu'on ne va pas juste avoir une planète où ça y est, on est neutre en carbone, mais quoi? Et du coup, il y a autant d'injustice, autant de... moi j'ai pas envie de me battre pour un monde comme ça en fait. Ouais, c'est une très bonne réponse déjà, merci beaucoup. Et effectivement, c'est pas toujours une question seulement de CO2, c'est une des premières phrases, je pense que Adé et Hanouna m'avaient dit quand je suis rentré en mouvement, c'est qu'en fait quand on parle du climat, quand on devient activiste, on comprend très vite que c'est pas une question de CO2 dans l'atmosphère en fait. Donc merci pour ta réponse. Du coup Adé, pour toi, est-ce que tu sais dire un petit peu personnellement qu'est-ce que ça signifie peut-être pour toi? Je pense que Camille nous l'a déjà bien expliqué, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de justice sociale, mais est-ce que tu peux rajouter quelque chose? C'est ça. Je pense que Camille a tout dit, mais si je peux rajouter un autre aspect, donc c'est que le dérèglement climatique, comme tu l'as dit, c'est pas qu'une question
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Sinon, je pense que ce serait un problème qui pourrait être en tout cas plus rapidement résolu. Aujourd'hui, on doit vraiment aller, comme Camille l'a dit, aux sources en fait de ce qui base notre société aujourd'hui et comprendre ce qui a mal fonctionné parce que ça en crée la manière dont on fonctionne aujourd'hui dans la société, ça crée pas seulement le dérèglement climatique, des inégalités sociales, il y a la question des droits de l'homme qui est super importante aujourd'hui. Et pour peut-être partager une histoire, j'ai eu la chance, en tant que, à ce moment-là, activiste seulement pour le climat, d'aller au Brésil et de rencontrer des peuples autochtones qui vivent là-bas et qui nous ont montré un énorme barrage qui avait été construit à côté de leur communauté. Déjà, la communauté avait été séparée en deux à cause de ces barrages parce que ce barrage, en fait, avait détruit toute la biodiversité et donc ils ne pouvaient plus vivre là. Non seulement les animaux et les arbres et tout ce système qui était créé à ce moment-là dans la forêt, mais en plus de ça, les humains ne pouvaient plus vivre là aussi à cause de ces infrastructures. Et ce qui était un peu le paradoxe de l'histoire, c'était que ce barrage, c'était un barrage hydraulique qui était là pour créer de l'énergie verte. Donc, d'une certaine manière, une solution face au dérèglement climatique, et en même temps, une solution qui ne prenait pas en compte la question sociale, qui ne prenait pas en compte la question de la biodiversité et la question des droits de l'homme. Parce que, à cause de ces barrages, ils ont repoussé toute une partie des communautés de peuples autochtones qui vivaient à cet endroit-là au Brésil, qui ont dû vivre plus loin dans la forêt amazonienne, et donc qui ont encore dû en fait se déplacer. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quand on doit mettre sur place des solutions face au dérèglement climatique, on doit pouvoir inclure toutes ces autres problématiques qui sont en fait tout à fait liées. Et donc c'était comme l'exemple des Gilets jaunes, on doit inclure ça dans nos solutions, sinon on ne va pas résoudre le problème qui est beaucoup plus profond qu'une question de gaz à effet de serre. Ouais, tu as totalement raison et ça va me permettre d'enchaîner sur la deuxième question parce que hier, par exemple, avec la coalition climat, il y avait, il me semble, plus de 96 organisations qui étaient présentes, dont par exemple moi j'ai eu la chance de parler avec Amnesty International et c'est totalement lié, donc je pense que c'est ensemble qu'on arrivera à résoudre ce combat et avoir tu vois, cette étude là de minimum de pourcentage de la population, je crois que c'est entre 3,5 et 5% qu'il faudrait pour que le gouvernement ne puisse pas faire comme s'ils n'étaient pas là et que ça puisse faire changer la tendance dans la population. Du coup, je me tourne vers toi, Pierre, vers cette question. Pourquoi, en fait, c'est si important que les citoyens se mobilisent et descendent dans la rue comme on l'a fait hier en Belgique, à Bruxelles? C'est important parce qu'il y a une inertie qui est monstrueuse du système. De mémoire, le GIEC, le groupe d'études international sur le climat, il a été créé il y a 35 ans. Parce que déjà, il y a 35 ans, les scientifiques avaient la preuve que le CO2 qui vient de nos voitures, de nos modes de production, que le méthane foutait en l'air le climat et qu'on allait vers des catastrophes, des millions de gens qui n'auraient pas de quoi vivre. Et donc si Ronald Reagan, si Thatcher, c'était des conservateurs à l'époque, ont accepté de créer le GIEC, c'est qu'il y avait une évidence qu'ils ne pouvaient pas nier. Et 35 ans plus tard, on continue les beaux discours, mais tous les mois, on a de quoi pleurer parce qu'il y a 700 morts à cause des canicules au Canada, il y a 200 morts en Belgique, en Allemagne dans les inondations, et on fait des beaux discours, du blabla, mais on n'agit pas. Donc on voit qu'il y a une inertie qui est absolument scandaleuse. Le diagnostic, c'est comme quand tu vas chez un médecin, si le médecin te dit que tu es malade, tu ne vas pas attendre 30 ans pour te traiter. Il y a des maladies qui, si tu prends le taureau par les cornes, même la plupart des cancers, on peut les guérir si on s'attaque au cancer tout de suite. Mais si tu attends 35 ans, c'est juste foutu. Et donc là, hier, on était effectivement dans la rue, et c'est à la une des journaux. Aujourd'hui, il y avait 50 000 personnes. Donc tous les politiques, quand ils prennent leur café, le matin, ils se disent « Merde, faut peut-être qu'on s'occupe du climat. Nos enfants étaient dans la rue. » Je me souviens d'un ministre qui m'avait dit que ça l'avait fait réfléchir. Tu te souviens, Adélaïde, quand on était à la salle Flagey, une des grandes salles de Bruxelles, il y avait 800 personnes, et il y avait là un ministre, Jean-Luc Ruck, qui est ministre, un gars de droite, mais qui avait dit « J'ai commencé à réfléchir au climat quand j'ai vu que toutes les semaines, il y avait des jeunes dans la rue. » Je me suis dit « Ou bien ils sont fous, ou bien il y a un problème, il faut que je réfléchisse. » Donc le fait qu'il y ait des gens dans la rue pousse les politiques à... Sinon, il y a un lobby monstrueux. Il y a le lobby des pétroliers qui veulent continuer à vendre du pétrole, il y a le lobby des banques qui veulent continuer à investir, et c'est un cynisme total. Moi, ça fait 7 ans que je suis engagé sur la question du climat. Dans tous les pays d'Europe, j'ai vu des gens passionnants avec qui j'ai envie de devenir ami, mais il y a une fois où je suis allé au siège de Total, au dernier étage, on m'a invité pour un déjeuner, j'ai eu du mal à rester calme jusqu'à la fin du déjeuner, vu le niveau de cynisme, et je n'ai pas envie de revoir ces gens-là. Ces gens-là je ne juge pas les personnes, mais je juge leur comportement, ils sont d'un cynisme suicidaire. Ils ont des milliers de morts sur la conscience, il faut être clair. Pour moi, le problème n'est pas théorique. Toi, tu as parlé d'un voyage au Brésil qui t'a marqué. Moi, tu as dit que j'ai fait une grève de la faim, donc je suis engagé comme beaucoup, je suis engagé pleinement. Et c'est parce que j'avais été invité en Afrique, à Bamako. Et il m'a fallu plusieurs semaines pour retrouver le sommeil après le voyage à Bamako. J'ai vu des climatologues qui parlaient du sida climatique.
en disant le dérèglement climatique va faire autant de millions de morts que le sida si on n'agit pas. Il me disait que la sécheresse qu'on a en ce moment au Sahel, c'est la plus grave qu'on n'a jamais vue et tout le monde s'en fout. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un lobby très puissant. Nicolas Hulot en France, Nicolas Hulot, il a démissionné en disant Emmanuel Macron est gentil, il m'accueille gentiment, il fait des beaux discours, mais il ne fait rien, Donc face à l'inertie des pouvoirs, il y a toujours un truc plus urgent que le climat. Le climat, ça peut attendre une semaine, voilà. Donc il y a toujours un truc plus urgent pour se faire élire, voilà. On pense aussi que les citoyens sont un peu cons, ils n'ont pas compris. Comme avec Jean Jouzel, qui est un plus grand climatologue français, on a été auditionné quand la loi climat est arrivée à l'Assemblée par le rapporteur spécial, M. Cazeneuve. Et M. Cazeneuve nous expliquait que, OK, les 150 citoyens font des propositions assez radicales parce qu'ils ont travaillé pendant plusieurs journées avec des climatologues, mais que la plupart des citoyens ne comprennent pas ça. Ben si, imbécile, la plupart des citoyens voient le problème et le rôle du politique n'est pas de dire les citoyens sont un peu bécasses. La plupart des citoyens voient l'urgence. Donc il faut qu'il y ait vraiment un lobby très puissant pour faire reculer l'inertie et je pense aussi qu'il faut qu'on se donne les moyens de faire bouger les choses électoralement. Si Emmanuel Macron ou si votre gouvernement en Belgique ne fait pas les choses, il faut qu'on les foute dehors. C'est très bien d'être dans la rue, mais il faut qu'on arrive aussi à faire bouger ceux et celles qui décident. Merci beaucoup pour cette réponse. Et quand tu m'as dit ça, ça me fait penser à une phrase qu'Adélaïde répète souvent dans son documentaire. Elle dit que les politiciens sont des followers et qu'en fait, comme le chiffre que je mentionnais avant, si on montre qu'il y a suffisamment de gens qui sont engagés dans la rue, en fait, le politicien il va suivre en fait la volonté du peuple. Et comme tu dis, les gens sont pas cons. Je pense que si on les informe suffisamment, ils descendront dans la rue, ils prendront d'autres actions. Du coup, je me tourne vers toi, Hugo. Toi, peut-être sur un point de vue plus personnel, tu as été à plusieurs manifestations en France. J'avais vu aussi des vidéos de toi. Qu'est-ce que ça te procure même chez toi et qu'est-ce que tu penses pourquoi est-ce que tu penses que c'est important du coup à nouveau? Je me souviens en 2018, au moment où Nicolas Hulot a démissionné en France, ça a été un déclic pour énormément de personnes. Et il y a commencé à avoir, sur la fin de 2018, il y avait quasiment une marche climat par mois. Et moi, c'est les premières grandes marches climat auxquelles j'ai été. Je commençais mon engagement à ce moment-là chez Climate, qui est une ONG de jeunes, une ONG internationale. Et je commençais à découvrir c'était quoi l'activisme et ce que ça voulait dire. J'ai été à ces premières marches. Et la première chose que je me suis dit, c'est « Waouh, en fait, on n'est pas tout seul. Hein ». Et on avait l'impression à ce moment-là qu'on était vraiment juste quelques personnes à s'inquiéter le soir dans notre chambre et de se dire « Ah merde, en fait, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui déconne ». Mais on ne savait pas qu'on était nombreux. Et les premières marches en 2018, ça a fait ça. Et en fait, après, il y a eu Fridays for Future qui est arrivé. Il y a eu Greta qui a appelé dans le monde entier à aller marcher. Et moi, je me suis engagé à ce moment-là à fond dans Youth for Climate France pour organiser ces grèves, pour faire monter justement ces dynamiques. Et à ce moment-là, il y a des centaines de milliers de jeunes qui ont commencé à s'engager parce que justement, ils se sont dit « Putain, on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul. » Et ça a changé la vie de tellement de personnes, ce mouvement-là, parce qu'on s'est dit « Mais ce que moi, je ressentais au fond de moi, et ben en fait, on est des centaines de milliers, voire des millions dans le monde à le ressentir. Et on sait que ça nous touche tous personnellement, mais aussi collectivement. » Et c'est ça qui nous permet en fait aujourd'hui de se dire, eh ben, tous ensemble, on peut réussir à faire bouger les choses. Et quand on se retrouve comme hier à Bruxelles à plus de 50 000 dans la rue, on se dit, mais en fait, c'est cette force-là qu'on a tous ensemble. En effet, on arrive à juste alerter, à dire les choses. Sauf que la différence entre 2019 et aujourd'hui, c'est qu'en 2019, ça a été un moment et un mouvement qui a permis de mettre la question climatique au cœur de tous les débats. C'est-à-dire que partout dans le monde, il n'y avait pas un jour où on ne parlait pas de la crise climatique, il n'y avait pas un jour où on ne parlait pas des jeunes qui se mobilisaient pour le climat. Aujourd'hui, il y a la crise sanitaire qui est passée par là, mais en fait, on ne peut pas se dire, après 2 ans après 2019, on ne peut pas se dire qu'on est encore à alerter. En fait, on n'est plus à alerter, on est à exiger de l'action, on est à exiger d'aller et d'agir à tous les niveaux de la société. Et comme le disaient Adélaïde et Camille juste avant, en fait, c'est pas juste réduire les émissions de CO2. C'est à tous les niveaux de la société, comment on arrive à rendre les transports plus accessibles pour toutes et tous, comment on arrive à changer l'alimentation pour aller vers une meilleure alimentation, une alimentation décarbonée, pour réussir à donner un salaire correct à tous les agriculteurs, toutes les agricultrices. Et en fait, aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. Et il y en a marre d'aller dans la rue et que les journalistes et que les hommes politiques nous disent « c'est cool, c'est super ce que vous faites ». En fait, aujourd'hui, on exige de l'action, on exige qu'il y ait des choses qui se fassent. Et aussi bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la société civile, il y a énormément de personnes qui se disent, mais en fait, les politiques, ils nous ont entendus, mais est-ce qu'ils nous ont vraiment écoutés? Et aujourd'hui, non, on se rend compte que, et nous, avec Camille, quand on était devant l'Assemblée nationale, c'était exactement ça.
Les députés, on a parlé avec des dizaines et des dizaines de parlementaires, aussi bien des députés que des sénateurs. Et en fait, ils nous disaient, c'est super ce que vous faites, on est d'accord, faut aller plus loin, faut plus d'ambition. Mais bon, là, c'est compliqué, vous comprenez, quand on parlait des consignes, c'était les gens qui faisaient du vin, ouais, mais bon, les gens qui font du vin, c'est compliqué pour eux, etc. Et en fait, il y a toujours quelque chose qui est plus compliqué, il y a toujours quelque chose qui est plus grave que la crise climatique, pour eux, on a l'impression. Et du coup, aujourd'hui, c'est comment on arrête de se confronter au mur politique et comment on arrive à transformer ce qui se passe dans la rue en quelque chose qui se passe dans les politiques publiques et qui change vraiment la vie des gens. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de se mobiliser massivement comme on l'a fait, parce que, encore une fois, c'est à la une des journaux aujourd'hui et tout le monde en entend parler, tous les politiques, toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas engagés, en entendent parler. Et c'est un mouvement de fond qui se crée et qui fait grossir la vague pour rendre le changement acceptable et surtout aussi bien pour les politiques que pour la société. Mais du coup, derrière, en fait, faut qu'on pousse, faut qu'on continue de pousser en allant dans la rue, mais aussi en faisant d'autres actions, en construisant des alternatives, en continuant d'éduquer, de former les gens. Et la mobilisation de la société civile n'a jamais été aussi importante. Maintenant, il faut que la mobilisation politique, elle suive. Pardon, si je peux compléter d'un mot. D'abord, il faut quand même voir le chemin qu'on a parcouru en 3 ou 4 ans. C'est ce que disait hier Nicolas Van Nuffel, un des responsables de la coalition en Belgique. Il dit maintenant, il n'y a plus aucun dirigeant politique qui, en tout cas dans le discours, ne dit pas que le climat est sa priorité. C'est vrai en Belgique pour la coalition, alors que ce n'était pas gagné il y a 4 ou 5 ans. C'est vrai en France, Emmanuel Macron nous dit que c'est sa priorité. C'est vrai au niveau européen, où la nouvelle présidente de la Commission européenne, Van der Leyen, dit « ma priorité, c'est le climat ». Donc il faut quand même voir que parfois c'est fatigant d'aller manifester sous la pluie. Je me souviens une fois, tu m'avais invité, on n'était pas très nombreux et il pleuvait, mais malgré tout, l'ambiance était bonne. Et voyons l'étape qu'on a déjà franchie en 3 ans. Et maintenant, il faut passer effectivement à l'action. Et quand Hugo disait « on se heurte à un mur », j'ai apporté la photo qu'il y a sur mon mur, le bureau au Parlement européen, c'est le mur de Berlin qui tombe. Voilà. Et c'est des jeunes qui sont dans la rue, des jeunes et puis des moins jeunes, et qui se disent « putain, on n'en peut plus ». Et si on avait attendu les chefs politiques, le mur de Berlin serait encore là. Moi, je me souviens, j'étais à Sciences Po, ça ne nous rajeunit pas, à Paris, en 89, et le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous expliquait que le mur de Berlin serait encore là pendant 50 ans. C'était le meilleur spécialiste de l'Allemagne. Voilà. Donc, interdit de rire, en avril 89. Et si on avait attendu les grands chefs, Gorbatchev, Helmut Kohl, le mur serait encore là. Mais c'est des gens comme vous et moi, et en particulier des jeunes, qui disent « putain, je n'en peux plus, ce système est insupportable, ce mur me fout en l'air ma vie ». Et donc, au début, ils sont 3, ils sont 30, ils sont 3000, et ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et Hugo, quand spontanément tu dis « on se heurte à un mur », c'est le mur des lobbies, c'est le mur de « on verra bien après moi le déluge, je m'en fous, je me fais réélire, et puis on verra ». Eh bien, il y en a qui ont été capables de faire tomber le mur. Aujourd'hui, le mur est moins visible, mais il est aussi… Donc moi, je suis persuadé qu'il y a une évolution des mentalités et qu'on peut faire tomber ce mur. Ça peut marcher, ça peut être efficace. On a déjà franchi une étape depuis 3 ans et on peut gagner l'étape suivante. Oui, mais en fait, du coup, c'est bien parce que tu introduis déjà la prochaine question qui est effectivement liée à ce que Hugo, tu viens de dire. Mais c'est, ok, le citoyen a son pouvoir d'action, et ça, moi, j'y crois vraiment, parce que c'est aussi la raison pour laquelle je descends dans la rue hier et que j'essaie de mobiliser les jeunes à mon échelle. Mais au niveau de la politique, qu'est-ce qui manque en fait ? Qu'est-ce qui manque en politique pour qu'il y ait un changement drastique dans notre société, à ton avis ? Je ne sais pas, j'avoue que c'est absolument choquant. Quelqu'un comme moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas de mot poli, comme on est enregistré, pour dire à quel point ils sont stupides. Je vais être poli. Non, mais ils ont du sang sur les mains. Putain, ils vous ont reçu. Angela Merkel, elle vous a reçu pendant 1h30. Vous avez passé, je me souviens comment tu avais préparé de façon super sérieuse le rendez-vous avec Angela Merkel. Emmanuel Macron, il a créé le Haut Conseil pour le climat. J'étais un des 9 sages quand le Conseil. Emmanuel Macron nous expliquait que le climat était sa priorité. Bruno Le Maire est venu me voir en disant « Pierre, le climat, c'est ma priorité. On se voit quand tu veux. » Et derrière, c'est Bruno Le Maire qui dit non quand il y a eu 150 citoyens qui ont fait des propositions, qui ont travaillé pendant des mois, et c'est le même Bruno Le Maire qui bloque la négociation européenne quand on veut taxer la spéculation pour avoir de l'argent pour le climat et pour les hôpitaux. C'est les mêmes, c'est pas l'Europe, c'est pas une main invisible, c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui bloquent la négociation européenne pour taxer la spéculation, ou quand il y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui, au mois de mai dernier, dit « la planète brûle, il faut stopper immédiatement tous les nouveaux investissements fossiles », eh bien, il y a 11 ministres qui sont d'accord pour prendre ça au sérieux, la ministre allemande, la ministre belge, la ministre luxembourgeoise qui disent oui, on peut stopper immédiatement tous les nouveaux forages. Eh bien, la France n'est pas là. Donc, ils ont du sang sur les mains. Quand il y a 700 morts dans les canicules au Canada, quand il y a 200 morts en Allemagne, quand il y a 1000 morts avec le cyclone Idai en Afrique, c'est les gens qui sont au pouvoir et qui ne foutent rien, ils ont du sang sur les mains. Voilà. Donc la question est de savoir comment on les fout dehors. Pardon, pour être clair, je pense que la vraie question, c'est comment, manifestement, ils n'ont pas compris. Pourtant, ils ont tous un QI supérieur à la moyenne. Ils ne sont pas stupides. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Barbara Pompili,
dit, ce n'est pas un problème de comprenette. Ils ont un cerveau qui marche bien, ils ont reçu les scientifiques du GIEC, ils ont reçu les jeunes activistes. Donc manifestement, ils ne veulent pas agir pour le bien commun. Donc je pense qu'il faut les remplacer, en particulier en France, on a bientôt eu, par une autre équipe, et qu'il faut continuer. Donc il faut qu'il y ait un mouvement fort, un mouvement qui pousse pour qu'on arrive à se rassembler en France et à les remplacer, et qui continue dans la rue. Moi, je me suis engagé sur les questions de lutte contre le chômage et gagner la bataille du climat. Rien qu'en France, ça peut créer 900 000 emplois, mais ça ne suffira pas. Il y a aussi l'idée de la semaine de 4 jours. Et donc, par exemple, on voit dans l'histoire de la France que, par exemple, Léon Blum, tout le monde dit que c'est Léon Blum qui a créé les congés payés. En fait, Léon Blum, il ne croyait pas du tout aux congés payés. Il avait expliqué que c'était de la connerie, que ça ne pouvait pas tenir la route économiquement. Mais il a été élu et le mouvement populaire a continué dans la rue. Et c'est le mouvement, c'est les citoyens dans la rue qui ont dit à Léon Blum, il faut des congés payés. Donc le fait que ce soit Léon Blum qui soit au pouvoir, c'était mieux que quelqu'un de droite très dur qui aurait envoyé la police pour tuer les manifestants. Donc c'était bien d'avoir quelqu'un d'un peu sensible à la question. Mais si le mouvement s'était arrêté en disant, on a Léon Blum, on va se reposer, eh bien on n'aurait jamais eu les congés payés. Donc Léon Blum était un peu à l'écoute, mais il y a eu un mouvement populaire très important qui a continué après l'élection. Et finalement, Léon Blum a accepté de faire les congés payés, et à la fin de sa vie, c'était la mesure dont il était le plus fier, alors qu'il était hostile au début. Donc je pense que dans tous nos pays, il faut qu'on mette au pouvoir, comme ministre, comme député, des gens qui sont quand même sensibles à la question, et qu'on continue à argumenter et à être dans la rue. Oui, je suis d'accord, et du coup je me tourne vers toi, Adalid, parce qu'en fait c'est ça qui manque, c'est du courage, c'est de la volonté au niveau des politiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah oui, c'est difficile toujours de savoir et de mettre toujours tout le monde dans le même paquet. Ah, évidemment. Mais clairement, ce que nous, on demande, c'est du courage politique et d'oser prendre des décisions qui sont difficiles et qui dépassent ce qu'on fait d'habitude. En fait, face à une urgence, on ne peut pas faire comme on fait d'habitude. Et donc oui, ça va faire secouer les gens. Et donc souvent aussi, il y a ce fameux argument que les citoyens ne sont pas prêts. Mais on essaye à travers multiples moyens de montrer que le citoyen il sera prêt s'il est pris en compte, si on l'inclut dans les discussions, si on lui montre qu'on ne le laisse pas tomber quand il va devoir entamer cette transition. Aujourd'hui, on dit que le citoyen n'est pas prêt. En même temps, on ne lui offre pas la capacité de changer sa vie. Aujourd'hui, changer sa vie pour être un peu sensible à la question climatique, c'est un privilège. Et donc ça, c'est encore un problème aujourd'hui. Donc il faut avoir un réel courage. Il faut se dire que oui, même si on a une politique agricole commune qui est sur la table depuis 2 ans à un niveau européen et que ça fait des années qu'on en parle et que maintenant on est à juste un vote près que ça passe, eh ben faut dire ben non. Alors elle passe pas parce qu'elle n'est pas alignée à nos ambitions. Si on a une autre politique qui est aussi pas alignée et qui pourtant ça fait 30 ans qu'on en parle de cet fameux accord entre l'Union européenne et 4 pays de l'Amérique du Sud, ils vont échanger plein de choses, entre autres plus de 99 000 tonnes de viande par an, eh ben non, c'est pas aligné à l'accord de Paris, donc il faut changer. Ça fait 30 ans qu'on en parle, mais tant pis, on va le mettre à la poubelle et on va mettre sur la table d'autres choses. Donc oui, c'est difficile, mais en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec ce qui est sur la table. Donc il faut apprendre ce courage, ça voudra sûrement dire se mettre plein de gens sur le dos, à dos, pardon. Si aujourd'hui le vice-président de la Commission européenne avait refusé la politique agricole commune et on avait proposé une autre, peut-être qu'il serait même plus vice-président aujourd'hui. Mais en attendant, il aurait fait ce qu'un politicien devrait faire aujourd'hui, prendre son courage à deux mains et se dire peut-être que ça vaut ma carrière, mais ce qui est le plus important, c'est le bien commun et pas ma carrière personnelle. Et donc je pense qu'il faut pouvoir passer par là. Et en tant que politicien, on représente le peuple et notre but ne doit pas essayer d'avoir ce tout pouvoir toujours, sinon ça n'a aucun sens au final. Parce que le but est de représenter ses citoyens et pas de se dire comment est-ce que je vais pouvoir encore être là la semaine prochaine et les prochains mois. Donc il y a ce réel courage, recomprendre pourquoi est-ce qu'on a été sélectionné entre guillemets pour représenter son peuple, quel est notre réel rôle et prendre son courage à deux mains. Je ne dis pas que c'est facile et je ne pense pas que c'est un politicien qui pourra changer toute la donne, mais pour moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce ne sera pas le politique qui changera le monde, pardon. Ce sera le citoyen qui se lève et qui
commence à renoncer à un système destructeur et qui dit ça ne se fera pas à mon nom. Et du coup, le citoyen se lève et à ce moment-là, le politique ne pourra plus choisir et sera obligé de suivre. Et c'est là que je dis ma fameuse phrase, le citoyen est le vrai leader et les leaders politiques sont en fait des followers. Et donc moi, je suis persuadée que le citoyen a aujourd'hui beaucoup plus de pouvoir qu'un politicien. Et c'est pour ça que je vais continuer en tant que citoyenne à essayer d'influencer d'autres citoyens à se mobiliser. Et que quand on me pose la question, est-ce que tu vas te lancer en politique, je dis ben non, parce que moi, en tant que citoyenne, j'ai plus de pouvoir qu'un politicien. Sorry, hein, Pierre. Et surtout plus de liberté, en fait. Ouais. Et du coup, je me tourne vers toi, Camille. Les jeunes dans tout ça, parce que nous, on est quand même des jeunes assez engagés. Et par rapport à la politique, comment est-ce que le monde politique peut être plus inclusif par rapport aux jeunes ? Parce que vous, tous les trois, vous avez été témoins encore de plus proches de nous, que nous, je pense, de la Convention citoyenne pour le climat et la loi climat, etc., qui... En mon sens, ça a été vraiment une belle preuve de la réussite de l'intelligence collective. Dommage que Macron en a fait ce qu'il en a fait. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu penses que le monde politique de demain peut être plus inclusif par rapport aux jeunes et comment les jeunes peuvent, se sentir plus utiles ? Là, tu peux t'adresser, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui de manière générale. C'est une question, je fais des études des sciences politiques, donc c'est une question d'une vie, ça, comment inclure les citoyens dans la politique. Donc on pourrait y répondre de plein de manières différentes, mais... la Convention citoyenne a été une réponse très pragmatique de ce qu'on appelle de démocratie participative, de démocratie semi-participative, directe, tout un tas de manières de faire qui peuvent être différentes de celle-ci. Donc il faut bien comprendre que ce récit politique est un récit, est un choix, est un moyen de faire. C'est absolument pas le seul, l'unique, c'est pas immuable. Donc ça peut bouger. On peut avoir d'autres manières de voter pour mieux prendre en compte les votes de tout le monde, prendre en compte les votes blancs, rendre le vote obligatoire comme en Belgique, autoriser le vote des 16 ans. Il y a pléthore de choses qu'on pourrait faire et changer. Donc la Convention citoyenne était un bel exemple parce que c'était, pour ceux qui ne connaissent pas, on a tiré au sort 150 citoyens et citoyennes qui étaient représentatifs de la population française. Donc il y avait proportionnellement en gros autant de chômeurs, de retraités, d'étudiants, de jeunes, pour faire une sorte de mini-société française. Et après, de ça est découlé en fait un processus assez intéressant où pendant plusieurs week-ends, ils ont rencontré des experts. Donc, ce que font finalement les députés, c'est-à-dire qu'évidemment qu'ils ne peuvent pas être spécialistes sur toutes les questions. Ils vont avoir, sur la question du Covid, ils vont avoir, des gens qui vont venir leur parler de ça, et puis des gens qui vont venir leur parler de ça se passe comme ça dans les hôpitaux, donc c'est compliqué, et puis des gens qui vont leur dire pour les vaccins, ça se passe comme ça, et d'autres dans les écoles, ça se passe comme ça. Et après, ils prennent une décision. Et c'est ce qui s'est passé dans la Convention citoyenne, sauf que contrairement à, entre guillemets, la vraie vie des députés, c'était 100% neutre. Donc il n'y a pas du tout eu que des pro-climat qui sont venus les voir. Donc il y a eu des climatologues, mais il y a aussi eu des PDG de grands groupes comme Carrefour. Et ils ont vraiment eu accès à plein d'informations différentes. Et suite à ces informations-là, il faut bien savoir que ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient activistes pour le climat. Il y en a même un qui s'appelle Olivier, qui était climato-sceptique en rentrant, et qui, face à l'urgence, face à l'information, sont arrivés à des conclusions qui étaient radicales, dans le sens où ça aurait même pu être des propositions formulées par des mouvements climat, quoi. Je veux dire, ils sont quand même arrivés à des choses assez fortes, qui incluaient vraiment, encore une fois, cette justice sociale et climatique. L'idée, c'était comment est-ce qu'on réduit de 40% au moins nos émissions d'ici 2030 sans laisser personne derrière. Donc pourquoi je m'attarde un peu sur cet exemple-là, c'est pour dire que quand on donne du pouvoir à des citoyens, ils le prennent au sérieux et qu'il faut arrêter d'avoir cette idée de démocratie éclairée où seuls quelques-uns pourraient comprendre et que le reste est un petit peu bête et a besoin qu'on l'aide. C'était des gens qui très concrètement avaient beaucoup plus de connaissances sur le terrain, sur tel ou tel sujet. Quelqu'un qui travaille dans la restauration va savoir, en fait, va avoir vraiment ce qui se passe sur le terrain et va pouvoir remonter ça aux décideurs. Donc ça, c'était très intéressant. Après, c'est un autre débat, comment ça s'est fini. La réponse est mal. Mais je finirai juste pour pas être trop longue sur comment est-ce qu'on inclut plus les jeunes dans la politique. Pourquoi je te donne cet exemple-là ? C'est parce qu'il ne faut pas tant juste dire il y a le cadre actuel et comment est-ce qu'on fait pour rentrer plus de jeunes dedans. Ce cadre-là, il ne fonctionne pas. La vérité, c'est qu'il ne fonctionne pas. Sinon, on n'en serait pas là. Et sinon, il n'y aurait pas autant de désintérêt politique. Mais comment est-ce qu'on fait pour à la fois l'utiliser encore un peu, parce que on a cette urgence climatique qui nous dit mais là on n'a pas le temps de tout réinventer et qu'on s'occupe de ça dans un siècle. Là il y a une urgence, il va falloir un peu jouer avec les cadres actuels en même temps, tout en les réformant. Donc c'est ça qui est très très compliqué. Ce qu'on en parle avec Adélaïde, c'est qu'on ne peut pas juste faire un problème après l'autre, il faut s'attaquer à tout en même temps.
et en même temps continuer à avancer très concrètement, pragmatiquement pour réduire nos émissions. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et pour ça, pour moi, il faut vraiment réussir à comprendre la politique, non pas comme simplement les cadres le paradigme à travers lesquels on le voit aujourd'hui, mais repenser à ce que veut dire politique, qui est police avec un S, la gestion de la cité. Et nous sommes ça, nous sommes cette cité. Et la politique, c'est comment est-ce qu'on est ensemble, comment est-ce qu'on est au monde, comment est-ce qu'on habite, comment est-ce qu'on cohabite. Donc les jeunes ne sont pas exclus de la politique. Quand on voit les mobilisations qu'on a de la jeunesse, quand on voit les personnes dans la rue, quand on voit comment on arrive à imposer dans le débat public des thèmes vraiment qui nous sont chers, on se rend compte qu'elle n'est pas dépolitisée. En fait, c'est ça que je veux dire. Là, la jeunesse se saisit réellement des enjeux qui concernent le bien commun et la société. Ouais, super. Je pense que c'est une très bonne question et merci d'ailleurs d'avoir bien rappelé à nos auditeurs en fait quelle était la loi climat. Merci beaucoup Camille pour ça. Et toi Hugo, un peu la même question du coup pour toi. Est-ce que tu penses que effectivement notre système n'est pas nécessairement régi à celui qu'on connaît aujourd'hui et est-ce que tu penses que la loi climat pourrait être quelque chose qu'on peut appliquer à plus grosse échelle, même en Belgique pour la plupart de mes auditeurs belges ici aujourd'hui? Ouais, là, je rebondis sur ce qu'a dit Camille, en fait, sur la définition de la politique. En fait, on fait de la politique. Nous, ce qu'on fait, c'est de la politique. Aller marcher dans la rue, c'est de la politique. Et en fait, là, on parle avec la Convention citoyenne pour le climat qui a donné la loi climat, on parle d'une nouvelle manière aussi de faire de la politique plus institutionnelle. Et en fait, je parlais du mur tout à l'heure auquel on se confronte. Et ben en fait, c'était une brèche dans le mur, la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire comment on faisait que les citoyens portaient eux-mêmes leurs propositions et allaient les mettre sur la table de l'Assemblée nationale. Et en fait, ça a été une très belle aventure. Et aujourd'hui, la question, évidemment, il faut changer le système politique, le système démocratique, redonner la place aux citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier que la démocratie, le suffrage universel direct, indirect, là on a les députés, les sénateurs, qui sont issus donc les députés d'un côté c'est les citoyens qui votent pour eux pour les représenter, les sénateurs c'est les grands électeurs qui vont voter pour eux, etc. Et en fait, les députés à l'Assemblée nationale, initialement, ça vient d'il y a 200, 300 ans, quand en fait la majorité de la France ne savait pas lire, ne savait pas écrire, et devait être représentée par ceux qui savaient. C'est-à-dire par ceux qui connaissaient comment ça fonctionnait, etc., qui devaient représenter les intérêts des citoyens. Et en fait, aujourd'hui, on l'a vu avec la Convention citoyenne, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, les citoyens, ils sont pas bêtes, en fait. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, et à un moment, il faut dire, ok, on peut inclure tout le monde dans la prise de décision, dans comment, en fait, on fait société ensemble, et c'est plus quelques personnes seulement qui doivent le faire. Donc la Convention citoyenne, ça peut se faire à l'échelle nationale, comme on l'a fait en France, mais aussi à l'échelle locale, comment on crée des instances de débat, de gouvernance différentes. Et du coup, juste pour revenir sur le rôle et la place des jeunes, aujourd'hui, il y a des espaces dans lesquels les jeunes peuvent avoir la parole à tous les niveaux. À tous les niveaux. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces espaces, qu'est-ce qu'on fait de ce qui en ressort. C'est-à-dire aussi bien dans les COP, les négociations internationales, moi j'ai fait 3 négociations internationales jusqu'ici, il y a des espaces, notamment la COP c'est YOUNGO, où c'est les Youth NGOs, donc les organes jeunes qui se mobilisent et qui font des propositions, etc. Mais est-ce qu'on est vraiment écouté derrière? Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et la façon dont dont les jeunes aujourd'hui devraient et doivent s'emparer de la question publique, du débat public, en fait, tout le temps, dans toutes les sociétés, ça a toujours été les jeunes qui ont mené le débat, qui se sont indignés, qui ont bougé les lignes et qui ont permis en fait de faire évoluer la société. Et en fait, c'est notre rôle aujourd'hui et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Et à tous les jeunes qui aujourd'hui ne savent pas trop où se placer, en fait, c'est notre rôle. Ça a toujours été le cas. Et si c'est pas nous qui le faisons, alors qui va le faire? C'est pas des vieux de 50, 60 ans qui n'ont plus que 30 ans à vivre qui vont réussir à bouger les choses, qui vont avoir l'envie de le faire. Nous, c'est le monde, c'est la société dans laquelle on va être. Et du coup, en fait, moi, j'ai envie de m'indigner, j'ai envie de continuer à m'indigner, j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie de changer la société et de créer la société dans laquelle je vais vivre plus tard. Et je me suis toujours dit depuis que je suis petit que moi, je veux être un super papa et être le meilleur des papas. Et en fait, comment je fais? En fait, j'ai envie de créer un monde meilleur pour mes enfants que celui dans lequel je suis né. Et c'est pour ça que je m'engage. C'est parce qu'en fait, on a le pouvoir de faire bouger les choses, on a le pouvoir d'influencer. Et juste, faut se rendre compte de ce pouvoir
Et faut s'indigner, faut faire bouger les choses. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire tous les jours. C'est pour ça que je m'engage et je me considère très chanceux d'avoir la chance de le faire et de pouvoir le faire et d'avoir beaucoup de personnes autour de moi qui le font. Et à tous ceux qui peuvent le faire, qui peuvent s'engager, eh ben, engagez-vous et juste en fait, construisons le monde de demain. Et c'est comme ça qu'on engage les jeunes. Je trouve ça très beau ce que tu as dit, merci beaucoup. Tu veux réagir avec quelque chose, Oui, Pierre ? puis répondre à Adélaïde, en général, je suis d'accord à 200% ou 300% avec Adélaïde, mais tout à l'heure, ça donnait un peu l'impression qu'il y avait un fossé entre les citoyens qui font le bien et puis les élus. Et je crois que c'est faux. Il y a des élus qui méritent des coups de bâton. L'autre jour, je leur ai dit à Yannick Jadot, à Anne Hidalgo, à Olivier Faure, que si on n'arrive pas à se rassembler pour foutre dehors Bruno Le Maire et Macron, je dis nos enfants vont nous détester, ils vont nous jeter des cailloux et on l'aura mérité. Donc il y a des politiques dans tous nos pays qui ne sont pas à la hauteur, mais ça ne veut pas dire que forcément les politiques sont décevants. Si vous m'avez invité aujourd'hui, c'est peut-être que ça fait 2 ans que je suis député européen. Avant, je venais pour les manifs, quand je venais à Bruxelles ou à Liège, voilà, et je crois que depuis 2 ans, je n'ai pas abandonné mes convictions. J'ai réussi à faire voter par le Parlement comme rapporteur du budget des rapports très ambitieux sur le climat. On disait que l'urgence, on commençait par citer les rapports du GIEC, qu'il fallait taxer la spéculation. Et d'ailleurs, j'ai fait une grève de la faim pour dénoncer le poids des lobbies qui bloquent tout. Mais donc, je pense qu'on peut être, et dans tous nos pays, il y a voilà. Je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, parce que Roosevelt, quand il arrive au pouvoir, il ne déçoit pas les gens pour qui il travaille. En 3 mois, il fait passer 15 réformes. Les banquiers sont furieux, les grands lobbies sont furieux, mais Roosevelt, il taxe la spéculation, il fait la séparation des banques, il fait des grands projets pour sauver les forêts, donner du boulot aux paysans. Et en même temps, il est chef de l'État, il est à la Maison-Blanche, et en même temps, il demande aux syndicats d'être dans la rue, parce que le lobby bancaire veut bloquer certaines réformes du système financier. Et Roosevelt, même s'il est à la Maison-Blanche, il sait qu'il a besoin que le peuple, non seulement le peuple a voté pour lui, mais il demande aux gens, mais aidez-moi, s'il y a un énorme lobby qui me fout la pression, j'ai besoin qu'il y ait du monde dans la rue. Et Roosevelt a quand même fait la preuve, il a été réélu tant qu'il était vivant, les gens comprenaient qu'il travaillait pour le bien commun, il travaillait pour la justice sociale, il ne se prenait pas pour voilà. Et aux États-Unis, si tu vois le Sunrise Movement, c'est des jeunes qui d'abord étaient engagés pour le climat, d'abord, et qui mettaient la main à la pâte dans leur village, dans leur ville, qui changeaient leur comportement, qui disaient je mange plus de viande, je prends plus l'avion, je vais essayer de faire des choses au niveau local. Et puis ils se sont dit ce que je fais au niveau local, c'est fondamental, mais ça ne suffit pas. Ils ont créé le Sunrise Movement. Vous les avez vus, on a regardé les images ensemble, tu te souviens, qui vont foutre le bordel chez les sénateurs au Congrès pour dire mais purée, on ne sortira pas d'ici tant que vous ne serez pas répondu sur le climat. Et qui après ça vont un cran plus loin. Ils se disent que ce n'est pas avec Donald Trump qu'on va y arriver, donc ils se disent on va faire campagne contre Donald Trump et pour le climat, et on va s'arranger pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui portent nos convictions et qui arrivent comme députés, comme Alexandria Ocasio-Cortez. Mais moi je trouve qu'elle a plutôt un parcours remarquable. Et honnêtement, si vous 3 vous étiez députés, que ce soit en Belgique ou en France, et voilà, moi je fais un boulot correct de député depuis 2 ans, et je suis sûr que si vous 3 vous étiez députés dans quelques mois en Belgique ou en France, comme Alexandria Ocasio-Cortez, vous porteriez une parole vivante et forte au sein des instances. Voilà. Donc je crois qu'il faut évidemment le travail dans la rue, on était tous hier dans la manif, c'est absolument indispensable, mais le fait d'être élu ne fait pas qu'on est on ne devient pas forcément un traître. Voilà. Et, non, mais sinon, il y a de quoi se flinguer. Et tu laisses le pouvoir aux cyniques. Si tu penses que, de toute façon, je suis persuadé, Adélaïde, que si tu es député dans quelque temps, ou si Camille ou Hugo, vous êtes député dans quelque temps, je suis persuadé que vous n'allez pas vous laisser avoir par les lobbies. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est bien de le rappeler. Et j'aimerais quand même revenir à ce que tu as dit, Hugo, parce que je trouve que c'est vraiment touchant. Et bizarrement, je ne l'avais jamais vu de cette façon-là, mais c'est vrai, finalement, c'est toujours la jeunesse qui, dans les années mai 68 ou même les hippies à l'époque, c'est peut-être un mauvais exemple, mais de trucs. Et je pense que ça, c'est super important de le rappeler, qu'en tant que jeune, on a vraiment un poids. Alors, pour finir ce petit débat, je vous demanderais vraiment réfléchir en 2 phrases, très très vite fait. J'aime souvent finir mes interviews, les auditeurs le savent, par vraiment juste un conseil justement à la jeunesse. Toi, tu l'as déjà très bien dit, du coup, je vais peut-être commencer le tour à l'envers. Pierre, en 2 phrases, un conseil à la jeunesse? Engagez-vous, mettez-vous avec d'autres. L'autre jour, je rentrais chez moi à Paris, un de mes fistons qui me dit « Papa, est-ce qu'on va vers l'effondrement ?» Il venait de voir une vidéo avec de bons arguments que oui, a priori, si on ne fait rien, on va vers le chaos.
on n'a pas parlé des questions sociales, on peut avoir n'importe quelle nouvelle crise économique. Donc oui, si on ne fait rien, dans les 20 ans qui viennent, on va connaître des scènes d'horreur et on se dira putain, on était nuls. On le savait qu'on allait vers un suicide de l'humanité, on le savait, et malgré toute notre intelligence, le temps qu'on y met, nos réseaux, on n'a pas été capable de l'éviter. Donc si chacun et chacune reste chez soi dans sa chambre d'étudiant à désespérer, il y a de quoi se flinguer. Mais on peut être une force qui fait bouger les choses. Le mur de Berlin, il est tombé parce qu'ils sont allés dans la rue. Hier, on était 50 000 à Bruxelles et je pense qu'on peut foutre dehors les vieux cons et les vieilles. Je sais pas, il y en a aussi au féminin. Non, mais vraiment, on est dans un moment critique pour l'histoire de l'humanité. On a même été reçu par le pape avec Cyril Dion. Tu n'as pas pu venir parce que tu as fait choper le virus, Camille, j'en suis désolé. Mais même le pape nous dit qu'il faut faire la révolution. Le pape nous dit qu'après 2008, on avait dit qu'on allait tout changer et qu'on n'avait rien changé. Et le pape François nous dit qu'un système économique où l'argent domine tout et fout en l'air la cohésion sociale, fout en l'air la planète, il ne dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un adolescent, mais le pape nous dit c'est le fumier du diable. Il nous dit ce système économique, c'est le fumier du diable, ça sent pas bon. Et le pape nous dit faites la révolution. Donc faites la révolution, c'est changer nos comportements. Je ne mange plus de viande, ou de moins en moins, voilà, je ne prends plus l'avion, mais c'est aussi se donner les moyens que ceux et celles qui font les lois, ceux et celles qui négocient les traités, s'ils n'ont rien compris sur les traités internationaux, ben, quand on leur a expliqué 10 fois qu'il fallait changer les traités internationaux, s'ils n'ont pas compris, ils ne sont pas stupides, c'est qu'ils ont d'autres objectifs qu'ils n'osent pas avouer. Donc il faut les foutre dehors. On continuera à être dans la rue, mais il faut aussi qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont comme objectif la justice sociale et le climat, qui soient en responsabilité en Belgique et en France. Merci Pierre. Et toi, Adé, qu'est-ce que tu dirais en 2 phrases pour un petit conseil à la jeunesse? Je pense qu'il faut s'unir derrière tous ces combats. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir vraiment, déjà toutes les personnes qui sont engagées, pouvoir travailler ensemble. Et puis pour tous ces jeunes qui se demandent un peu, je ne sais pas si j'ai autant de cran que ceux ici autour de la table et qui, eux, quand même, ils donnent tout et tout. Oublions pas que toi et moi et nous tous ici, on est juste aussi des étudiants. On vit notre vie d'ado. On n'a pas nécessairement en talent ou en autre. C'est juste qu'on se dit, peu importe qui on est, on doit le faire, quoi. Et je pense que c'est toi que là, tu t'es engagé comme ça en me disant, en fait, au début, je pensais que c'était un truc qui était énorme et il fallait avoir plein de qualités pour le faire. Mais en fait, non, on se lance et puis on voit un peu vers où ça va. On commence par un petit projet et puis en fait, on voit que ça s'emballe. Et donc, il y a vraiment moyen de s'engager et surtout, en fait, n'oublions pas que ce que Pierre Laroutourou décide dans les parlements européens avec beaucoup d'autres, c'est des décisions qui nous impacteront nous. Donc, s'il y a des inactions de ce côté-là, c'est nous qui paierons les conséquences. C'est notre génération. Donc, c'est pas un combat de génération, mais par contre, nous, on peut aussi se lever. Nous, on peut aussi se dire, en fait, on a aussi droit à rajouter notre chaise autour de la table et on a droit à partager nos envies, nos craintes. Et donc, c'est pour ça qu'on a la légitimité en tant que jeunes de se engager aujourd'hui. Merci Adé. Et Camille, tu veux un petit mot pour la fin aussi? Donc le conseil à la jeunesse, c'est ça? Ouais. Réalisez vos privilèges, prenez-en conscience. Avec ça découle beaucoup de responsabilités. Donc savoir d'où on part, déjà. Ensuite, you're enough, on dit en anglais, mais genre vous êtes assez. On n'est jamais assez. On n'est jamais assez légitime, on n'est jamais assez parfait. On ne sait jamais assez pour commencer à agir. Mais on n'a pas le temps d'attendre ça. Donc il faut avoir beaucoup d'exigences, d'intransigeance de la pensée, de continuer à lire, à questionner, à se déconstruire constamment. Mais on ne peut pas attendre d'avoir atteint ce moment parfait où on est assez fier de nous, de qui on est, pour agir. Donc peut-être ces 2 conseils-là. Et le dernier, c'est trouver la raison pour laquelle vous vous levez le matin. Et faites-en le paradigme à travers lequel vous allez voir cette urgence climatique et sociale. On a besoin de politique, on a besoin de journalistes, on a besoin d'artistes, on a besoin être dans les rues, être activiste dans la manière dans laquelle on le fait, c'est pas du tout la seule. Et s'il y a que nous, que des gens comme ça marcherait même pas. Il faut des agriculteurs, il faut des journalistes à la hauteur, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. C'est une société entière à réinventer, donc il va falloir beaucoup de gens, beaucoup de manières de le faire. Donc trouvez cette raison-là, et par contre faites-le à travers le prisme de cette urgence. Super, merci Camille pour ta réponse. Merci à tous d'avoir été là présents aujourd'hui. Je pense que vous avez appris autant que moi. Je suis super content d'être présent avec vous tous ici aujourd'hui. J'apprends encore tous les jours et surtout avec des personnalités comme vous. Donc merci Camille, merci Hugo, merci Adé, merci Pierre, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite.